Bienvenue sur ce module 2 des initiations techniques des fils d'Apollon. Cette initiation technique qui porte sur les inductions par charge émotionnelle. On a vu le module 1 hier où on a décrit et défini les émotions et leur systémie. Il y avait d'ailleurs des gens super intéressants qui étaient présents hier, notamment la personne que j'appelais Gilin. En fait, c'est pas Gilin, c'est Guilin. Et je fais mon mea culpa, hein. Je suis désolé, Je t'en prie. Guilin. On aura Claire qui ne sera pas là sur ce module. Par contre, pour la remplacer, on a l'excellente Fanny Roderer qui est là. Coucou tout le monde. Et on a Nico, fidèle au poste. Toujours présent. Alors, hier, je ne les ai pas présentés. Vous ne savez pas trop qui c'est ces gens-là. Moi, vous ne savez pas non plus, mais on s'en fiche. Mais par contre, les autres, c'est super important que vous sachiez quand même d'où ils viennent et ce qu'ils font. Et du coup, je vous demande à vous, mes chers amis, mes chers compatriotes, d'où vous venez, vous faites quoi en fait? Vous êtes qui? Guilin? Moi, je suis docteur en médecine, spécialisé en anesthésie et réanimation. Et au cours de mon parcours, j'ai découvert la pratique de l'hypnose, l'hypnothérapie au bloc opératoire, lors des inductions et des opérations sous hypnoanalgésie, hypnosédation. Ça m'a d'emblée passionné. Et ce qui m'a permis de continuer mon parcours hypnotique, de me former plus en avant à d'autres techniques. Et aujourd'hui, du coup, j'exerce aussi en tant qu'hypnothérapeute à Strasbourg. Excellent, super, bon, c'est génial. Fanny, tu nous en dis un peu plus sur toi? Oui, moi je suis praticienne en hypnose à Strasbourg également. Voilà, depuis 2 ans. Ok, cool. Je continue à me former en permanence. Une spécialité Pas encore. D'accord. Peut-être jamais. Peut-être jamais. Ok, bah c'est cool. Curiosité, Nico, t'es qui, bordel? Moi, je me cherche encore. Tu te cherches encore. C'est-à-dire? Alors moi, je suis militaire dans l'armée de terre, dans les chasseurs alpins plus précisément, et je suis basé à Chambéry. Et j'ai découvert l'hypnose par le biais de notre Jérémy national. Tu vois, c'est pas pareil que Marine nationale. Ouais, non, là du coup, le jeu de mots marche pas. Tu t'es foiré sur le coup. Non, mais c'est pas grave. Voilà, ça marche avec Marine Besson, hein, qui est notre responsable communication, qui est juste derrière en train de bosser sur les plaquettes. On dit bonjour Marine. Voilà, bonjour à la Marine nationale. C'est toujours avec un beau salut. Voilà. Tu vois, là, ça marche. Voilà, Non, mais c'est justement, assez cool. c'était le but de En pas. plus, 2 fois de suite sur 2 modules. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment ça. La hypnotique. Ça commence à être relou et redondant. Mais laisse-moi, je fais ce que je veux en fait. C'est moi qui commence. Non. Bref, allez, on est parti C'est ce que tu sur crois. ce module 2 des initiations techniques. On va essayer de savoir, maintenant qu'on sait un peu comment fonctionnent les émotions, on va essayer de voir comment les provoquer. Du coup, Fanny, comment toi tu t'y prendrais pour provoquer une émotion chez quelqu'un d'autre? en général, je trouve que ça vient assez spontanément dans le discours d'une personne, en fait, de choper le bon moment, où on sent qu'il y a quelque chose et d'appuyer dessus avec une question ou de creuser. Voilà, par exemple. Ou, oui, en posant une question, en fait, qui refait venir un souvenir, quelque chose comme ça. D'accord. Et cette question, par exemple, Guilain, toi, ces questions dont parle Fanny, tu les ferais venir comment? C'est quelque chose que tu analyses ou que tu interprètes de ce que te raconte le sujet? C'est quoi en fait? Alors, si on voulait forcer le trait, je dirais presque que c'est venir appuyer là où ça fait mal, entre guillemets. Alors, ça peut être pas forcément mal, mais c'est mettre le. Je pense, enfin, à mon sens, ça fait mettre le doigt, à mettre en évidence, à mettre en exergue la présence de l'émotion qui va venir peut-être la renforcer. C'est un peu comme ça que je le vois, d'identifier chez l'autre. Après, sous la forme d'une question, ça peut être euh, de regarder ce qui est peut-être va faire irruption dans le langage et ce qui va pas être raccord avec le reste, avec le reste du langage ou le reste du discours. D'identifier peut-être un petit moment de cassure, comme tu dis, qu'on. Ouais, dans le langage non verbal, en fait, je trouve qu'on sent assez bien qu'il y a un décalage et on vient dire, tiens, là, il y a quelque chose qui est présent, c'est quoi, en fait? Moi, j'aime bien faire ça pour vérifier s'il y a quelque chose en dessous. D'accord, ouais, sympa. Ça veut dire qu'en fait, vous prenez vraiment en compte à la fois le langage verbal et puis le langage non verbal. C'est ça? Mhm. Ok, c'est ce qu'on avait un petit peu vu déjà dans le module 1 avec les notions d'émotion réactionnelle, d'émotion communicationnelle. C'est des choses que vous maîtrisez déjà? Les émotions qu'on a vues faire le module 1, Ouais. tu nous as très bien enseigné hier, donc maintenant on le maîtrise. Chouette. Nico, tu veux rajouter un petit truc? De quoi, le stage encore?
Ne me fais pas revenir Jeff Panaclock, s'il te plaît. Non. Bon. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Qu'est-ce que je veux rajouter? Ouais. Pas grand-chose, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit déjà. Donc, il faut utiliser vraiment du coup le verbal et le paraverbal pour voir s'il y a une corrélation. Quelles sont les erreurs, concrètement, que l'on retrouve souvent chez des praticiens ou que l'on a tendance à faire au départ et qui peuvent quelque part soit parasiter la prise en charge que l'on est en train de faire par rapport à l'émotion qu'on essaie de créer chez la personne ou carrément nous emmener sur de très mauvaises pistes. Ouais, Fanny? Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations. En fait, on a tout le temps le risque d'interpréter, donc il vaut mieux avoir le réflexe de poser la question plutôt que. Parce que sinon, on risque de se baser aussi sur notre propre référentiel, parce que c'est un peu un réflexe humain aussi. Donc, je pense que c'est important de toujours poser la question. D'accord, ça veut dire en fait que pour toi, provoquer une émotion chez quelqu'un, l'une des précautions que l'on peut prendre pour éviter de partir sur quelque chose de mauvais, c'est d'éviter de les interpréter avec nos propres connaissances. C'est ça? Ou alors en background, mais de se laisser ouvert la piste. D'accord, il faut se laisser ouvert la piste. Ouais, enfin, si tu as un feeling ou quelque chose comme ça, mais de pas le poser en fait. Ok, Nico, t'en penses quoi? Ok, Nico, merci. Guilain? Effectivement, je pense on peut avoir des fois soi-même en tant que praticien un ressenti, dire j'ai l'impression que je touche quelque chose, mais de là à aller de ce quelque chose à c'est telle émotion, telle ou telle émotion, c'est une tristesse, etc. C'est là où on a peut-être le risque de surinterpréter, notamment si on n'a pas pris la précaution de sonder un peu le terrain émotionnel, de faire l'analyse du comportement de notre patient, de surinterpréter une émotion, de dire d'aller au-delà de il y a quelque chose. Donc effectivement, garder en tête, j'ai vu quelque chose ici, quand on a parlé de tel sujet, il s'est passé quelque chose. De ne pas mettre la charrue avant les bœufs et d'aller trop vite en besogne sur l'interprétation de ce qui se passe. Ok, super, on a déjà pas mal d'avis, on a pas mal de matière. Ce que je retiens surtout de ce que vous me dites, c'est que ça se fait énormément au feeling. On a tendance, en étant praticien, à pouvoir reconnaître ou du moins identifier certaines choses qui ne nous paraissent pas normales, sans pour autant pouvoir poser de réels mots ou de réelle identification dessus, surtout de peur de taper une interprétation ou de mettre quelque chose en background dans notre analyse qui puisse nous amener sur une voie qui sera un peu parasitée ou faussée. Ça va? J'ai bien résumé? Chouette. Et si je vous disais qu'en fait, il était possible de pouvoir poser une analyse de façon à être certain de ce que l'on ressent et de ce que l'on trouve chez le sujet pour pouvoir l'emmener à coup sûr vers une charge émotionnelle. Vous me diriez quoi? Ce serait hyper pratique, intéressant. Ouais, qu'est-ce qu'on y gagnerait? Précision. La précision? Ouais, j'ai l'impression que tu me fournirais une carte de rando, quoi. On sait un peu mieux où on va, au lieu d'être dans le flou, de savoir. Ok, bah écoutez, on va voir ça. Ouais, on va aller voir ça ensemble. Ce qu'on appelle, à l'association, quelque chose que l'on mêle déjà depuis longtemps, qu'on utilise notamment avec Alban Housset, là, qui est en mission actuellement, on lui fait un coucou. Il est en mission au Mali. Et oui, on est tous en corde active, hein, je vous rappelle. Donc oui, il y a certains de nos éléments qui sont en ce moment même en opération extérieure et on les salue, on les encourage fort. Salut Alban. C'est ce qu'on appelle le Y7. Le Y7, en fait, ça va être plus qu'un set comme le Yes 7 qui est vraiment très protocolisé, où on va utiliser certaines astuces pour gagner l'adhésion et l'engagement du sujet. Là, on va utiliser un set qui s'approprie au thérapeute cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons travailler sur ce set, mais ce n'est pas le sujet. On ne cherche pas à amener le sujet à valider quelque chose. On cherche à créer une introspection chez lui grâce à un positionnement du praticien. Ça va? C'est assez clair là pour l'instant ce que je dis? Cool. Le Y7, allons voir un petit peu en détail de quoi ça parle. Le Y7, en fait, c'est aller chercher l'élément qui est propre au sujet, de façon à créer une introspection sur cet élément. Comment ça se passe? En gros, quand vous entamez une discussion sur quelque chose avec une personne, par exemple dans un bar, vous allez pouvoir avoir une certaine approche avec ces gens au tout départ. Si par exemple je t'aborde, Guilain, dans un bar et qu'on ne se connaît pas du tout, on va parler de quoi en premier sujet? Je sais pas, t'aimes le foot ou par exemple il y a le match de rugby à la télé à ce moment-là.
On va parler du match de rugby par exemple. Ouais, par exemple. De quoi on va parler? Est-ce que tu vas me dire de suite ton attachement pour l'équipe que tu défends et pourquoi tu prends cet attachement? Alors, n'étant pas un fervent fan de rugby, probablement pas, mais. Ouais, je suis pas fan de rugby non plus, hein, c'est mais- juste Ouais, mais histoire ouais, de se plonger un petit peu dans cette Effectivement, ouais, cette comparaison. moi je soutiens plutôt cette équipe, ils ont fait une bonne saison, ils ont fait on va raconter un peu, quelque chose de Ouais, quelque chose d'assez banal, quoi. banal, Mm. c'est ça, quelque chose qui t'implique pas en tout cas personnellement. Non. Voilà, mais qui fait part quand même de tes croyances, c'est-à-dire que tu auras plus une préférence pour une équipe ou pour l'autre, etc. C'est ça? Ouais, par exemple. Ouais. Ok. C'est ce que j'appelle les croyances impersonnelles. Toute discussion que l'on entame sur des discussions avec des gens qu'on ne connaît pas ou en qui on ne peut pas entièrement faire confiance encore ou à qui on n'accorde pas notre confiance, on va la commencer en fait avec des éléments de nos croyances impersonnelles, c'est-à-dire qui n'engagent pas notre propre personnalité ou notre propre identité ou nos propres valeurs. C'est le cas notamment quand vous abordez une fille pour la première fois dans un bar par exemple. Par exemple Fanny, toi, je sais pas, peut-être que c'était déjà arrivé de te faire aborder par un mec dans un bar, dans un resto, au cinéma, dans les toilettes, je sais pas. Dans les toilettes, normalement, c'est séparé. Jérém. Non, mais j'essaie de mettre un peu d'humour dans cette formation, je m'excuse. Fanny, t'as une anecdote là-dessus à nous raconter, quelque chose? Non, alors, moi je trouve que c'était souvent un peu relou, donc j'éjecte assez vite, j'avoue. Ouais. Donc, il n'y a pas de discussion tout de suite, quoi. Ouais. Comment on t'aborde en général? Qu'est-ce que tu trouves relou dans cet abord? C'est le côté, on vient rassurer, on s'assure pas qu'on n'embête pas l'autre. Voilà. Moi, c'est souvent ça que j'ai ressenti. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai pas envie qu'on me dérange, en fait, je suis avec quelqu'un, voilà. Et j'ai juste pas envie, en fait. Ou alors de demander au moins avant, quoi. C'est ça. Donc en fait, il y a tout un processus de politesse quelque Ouais, part ou de ça. respect de l'autre que tu attends Ouais. et qui n'est pas forcément respecté. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre de côté immédiatement, mais sans que ça t'implique émotionnellement. Oui, après, ça dépend des jours. Hein. Ouais. Des jours où t'es moins bien vissé, quoi. Ok. Et quand tu vas y répondre comment? Tu vas lui dire, écoute, là, tu me gonfles clairement, tu manges sur mon territoire, ou tu vas lui dire poliment, bah non, je suis pas dispo, je suis avec mes copines. Ouais, voilà, je vais essayer la politesse d'abord, et puis après, si la personne ne comprend pas, Ok. on sera plus ferme. Là, sans parler de croyances, c'est pareil, on est sur un positionnement impersonnel. Donc on est sur des éléments qui nous permettent d'éviter ou d'entrer dans une discussion sans pour autant s'impliquer, sans pour autant livrer des informations qui sont importantes sur nous. Le second espace, c'est le positionnement personnel et projectif. Ce sont des éléments, des justificatifs, des arguments que l'on va apporter qui sont importants pour nous et qui vont nous permettre de se projeter dans l'élément et dans le thème du sujet. Par exemple, pour reprendre notre discussion, Guylain, de tout à l'heure avec les équipes de rugby, juste avant, on était en train de parler de quelle équipe allait gagner et on allait soutenir une équipe, sans plus. Là, avec un positionnement personnel et projectif, on a un peu plus discuté et tu vas me montrer par certains arguments, verbaux ou non verbaux, que tu défends plus telle équipe ou plus l'autre. Ouais. Ce qui va créer soit une relation plus forte entre nous, soit une relation conflictuelle de par le fait qu'on ne supporte pas les mêmes équipes. Par exemple. Ça va? Pour autant, là, même si ce n'est pas identitaire pour toi, ce sont des éléments de valeur que tu défends un peu plus ardemment et que tu auras tendance à, en plus d'un argumentaire impersonnel, à y ajouter un vecteur émotionnel Tout à fait, ouais. dans ta communication, quand même tu retiens tes réactions. C'est-à-dire, tu vas pas me taper dessus parce que je dis que parce que je te dis que l'OM ça pue et qu'on va défendre le PSG, mais ça va te piquer. Et d'ailleurs, tu vas me faire ressentir que le PSG t'en as absolument rien à foutre et que pour toi c'est l'OM qui gagnera tout. Ouais, Du ça, coup, on a ça, perdu les deux, donc le PSG et les Marseillais, c'est fini. Là. Ouais, c'est ça. On va plus dessus. On adore ça, c'est top. Donc voilà, c'est ça en fait la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous vous engagez une discussion avec des gens, on va venir en fait dans des niveaux d'engagement personnel dans cette discussion qui vont être de plus en plus importants. Vous allez me dire, mais en fait, ça rentre quoi en quoi ça rentre en rapport avec ce que tu veux nous apprendre? On va y venir, vous inquiétez pas. Vous me connaissez, je fonctionne en spirale. On va arriver au bout, vous inquiétez pas. Du coup, dernière étape, ça va être l'influence intime et subjective. En gros, là, on a passé tous les stades. On en arrive à une complicité tous les deux ou à un conflit tous les deux qui va être plus important. Nos arguments sociaux, ou du moins
acceptables socialement sont épuisés, nos arguments les plus objectifs ou projectifs, et du coup on va s'investir plus subjectivement dans l'action. Pour le match de foot par exemple, tu vas clairement me faire comprendre que ça fait des années que tu soutiens cette équipe, que tu la soutenais déjà avec ton père par exemple. Donc là il y a un véritable engagement identitaire avec le récit de ton passé et de ton histologie qui vient cette fois-ci argumenter pour toi et uniquement pour toi ton positionnement par rapport à ton équipe. Oui, on voit bien d'ailleurs souvent dans les discussions qui partent un peu que bien souvent on quitte le sujet De base, pour aller attaquer peut-être un peu la dominem. Enfin, voilà, je vais te dire que non, mais tu racontes n'importe quoi et toi-même, je vais attaquer ton identité plutôt que le sujet de rugby dont on parlait. exactement. Il y a quelqu'un qui aurait un exemple là-dessus de discussion qu'on aurait pu avoir avec les gens. Des discussions que vous auriez pu avoir avec des gens sur ce thème-là. Non, ça vous dit rien? Si je vous demande là, concrètement, non, je parlais pas de la sodomie, Nico. Je sais qu'il l'attendait à mort. C'est pas que je l'attends à la mort, Je c'est cherchais- juste que je le sais qu'à un moment donné, tu vas le placer. Je cherchais un sujet Autant un que ça petit peu soit plus maintenant, accessible. Ce que vous pensez de la peine de mort, par exemple, comment vous vous positionnez dans la C'est peine le de mort? numéro 2. On ne se connaît pas du tout, on ne s'est jamais vu, on est rassemblés là sur un colloque sur la peine de mort avec chacun nos avis. Quels sont les premiers arguments que vous allez apporter? Si je te demande ton avis, par exemple Fanny, sur la peine de mort, tu dirais quoi? Moi, je dirais que prioritairement, on vaut mieux éviter. C'est souhaitable pour une société plus éthique. D'accord? Souhaitable pour une société plus éthique. Ouais. Parfait. Croyance complètement impersonnelle, objective, qui ne t'intègre pas dans l'argument que tu viens de m'emmener. Mhm. Ça va? Guilain, qu'est-ce que tu en penses toi de la peine de mort? Alors, personnellement, je suis contre. Après, effectivement, je pense que les premiers arguments qui me viendraient, ce seraient plus des arguments sociétaux ou ferait référence à un auteur qui aurait par exemple défendu d'autres arguments. Très bien. Là, tu vois, tu viens de donner deux exemples majeurs. Tu as commencé en disant personnellement, je suis contre. C'est quelque chose que tu annonces communicationnellement, qui est projectif, c'est-à-dire tu te projettes dans la chose, mais sans pour autant laisser ressortir d'éléments purement émotionnels. C'est ça. C'est-à-dire que tu es dans un contrôle émotionnel, mais tu avances un argument qui t'est subjectif. Donc tu te projettes en fait dans le thème. Ça va? Et juste après, tu emmènes des justificatifs par des auteurs ou par des éléments qui te sont complètement impersonnels, qui te sont neutres subjectivement, et qui vont pouvoir être un ensemble d'arguments objectifs pour justifier ton positionnement face à la peine de mort. Complètement. Ça va? Ok. Nico, ton avis? J'ai pas d'avis. T'as pas d'avis? Non. Ok. Donc toi, t'es la Suisse, en fait, tu vois, c'est l'exemple type du positionnement impersonnel mais la sur une Suisse- discussion qui La pourrait... Suisse, ils ont quand même des bunkers, ils ont quand même de l'armement. En fait, ils sont quand même prêts pour une invasion. Mais ils font rien. Là, tu vois... Là, tu vois. Là, j'ai mis l'émotion. Voilà. Non, si je vous dis que moi, par exemple, la peine de mort, je suis parfaitement contre. Ça, c'est quelque chose. Je veux pas de la peine de mort. Pour moi, c'est juste horrible parce que de toute façon, je vois Moumia Abou Jamal que j'ai défendu pendant 5 ans, corps et âme. Finalement, il a été condamné à mort sans raison. C'était pas valide. Là, j'ai un dépassement émotionnel, c'est-à-dire je rentre dans une colère que je communique, mais qui me touche personnellement, dans une cause que j'ai défendue pendant des années, sur un véritable condamné à mort, et qui n'a pas été menée à bien et qui a mal terminé. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire qui m'est subjective, que j'ai interprétée d'une certaine manière, et qui fait que je vais me positionner sans de véritables arguments qui peuvent être justifiés, mais qui pour moi sont importants, identitairement parlant. Du Ça va coup, je suis contre parce que j'ai regardé la ligne verte. Bah tu rigoles, mais oui, c'est un bon Oui, exemple. oui, La parce ligne que verte tout m'a est- marqué personnellement, ça m'a touché, et du coup, bah, je suis contre la peine de mort parce que la ligne verte m'a fait changer d'avis sur la peine de mort. Ouais, c'est un gros vecteur émotionnel, le cinéma. Clairement. Et du coup, là, vous voyez que l'impact émotionnel ou le flux émotionnel chez votre sujet est complètement différent en fonction des 3 phases. Et du coup, je suis pour parce que derrière, le méchant, il a été électrocuté aussi. En fait, Nico, c'est le trouble fait sur les formations. Vous voyez, il y a toujours un jeu de drill, il y a toujours... Tu connais la girouette? C'était quoi dans le burlesque? C'est le clown blanc et... L'arlequin, non, c'est pas le burlesque. Punaise, honte à moi, je me souviens plus. Bon bref, On va c'était en juste un chercher et petit on te truc comme dira ça, après. voilà. Honte à toi.
Du Ouais, coup, Moi, je connais un que Harley exemple, Quinn. un exemple pour que vous compreniez bien cette façon de fonctionner. Euh, Faire de la moto est dangereux, ça c'est une croyance impersonnelle, d'accord? Faire de la moto est dangereux, on a des résultats statistiques chaque année qui nous montrent le nombre de morts par accident en moto, qui sont des statistiques plus importantes que le nombre de morts en voiture. Donc ça justifie le fait de dire que la moto est dangereuse. Une croyance impersonnelle justifiée par des arguments objectifs. Ça va? Mhm. Juste derrière, vous allez justifier en disant mon cousin est mort dans un accident de moto, donc je sais de quoi je parle. En plus des statistiques, j'ai été témoin de la dangerosité de la moto, donc je peux t'affirmer que la moto c'est dangereux. Ici, je suis sur un positionnement personnel et projectif, donc je m'intègre à la thématique avec un élément qui m'est personnel mais que je contrôle émotionnellement. Et derrière, je ne me suis pas remis de la mort de mon cousin, je repense à lui à chaque fois que je vois une moto, ou à chaque fois que je vois une moto à terre et que je vois un accident, ça me touche personnellement. Là, je suis dans une influence intime et subjective du thème sur moi, et je suis dépassé par mon flot émotionnel. Ça va? Donc d'un élément qui est complètement basique et banal, je vais peut-être pouvoir me retrouver face à quelqu'un qui est en véritable souffrance, et si je me laisse avoir au jeu de l'interprétation, ou si je me laisse avoir par mon propre transfert de vécu, je vais à plusieurs reprises, en fonction des différentes strates de travail, risquer de tomber sur des pistes qui seront parasitées. Parce que travailler sur la peur de la moto, parce que le type vous dit que la moto c'est dangereux, c'est pas la même chose que de travailler derrière sur un deuil qui n'a pas été effectué. Par exemple, sur cet exemple-là. Ça va? Chouette. Comment nous, on se positionne en tant que praticien du coup pour pouvoir emmener cette logique de travail, cette mise en abîme des émotions et travailler réellement sur ce qui va être important émotionnellement pour la personne? Ben, c'est simple, on va utiliser ce qu'on appelle le pacing intégral. L'objectif, ça va être d'apporter des éléments de relance au sujet sans pour autant parasiter avec des éléments qui nous sont propres. Je vous donne un exemple. Je questionne, mais surtout je ne suggère pas. Si je dis je questionne, je ne suggère pas. Ça te fait penser à quoi, Fanny? En termes de type de question? Ouais, par exemple là, je te dis que j'ai peur de la moto, que mon cousin est mort en moto. Tu enchaînerais comment si tu devais juste me poser une question? C'est comment pour toi cette peur, comment tu la vis par exemple? Voilà, cette peur, comment tu la vis? Mhm. Ok. Ou de À manière quel encore moment plus elle générale. apparaît, voilà. Voilà, tu vas relancer en fait Mhm. en récupérant des éléments, en reformulant des éléments de l'affirmation de la personne. Mhm. Ok. Si tu devais faire une suggestion, Guilain, sur un élément comme ça. On pourrait, voilà, si on se sentait dans l'interprétation, on pourrait lui suggérer qu'il n'a pas dépassé ce deuil d'emblée. Voilà, on pourrait le suggérer immédiatement sans pour autant en avoir la certitude, même si c'est la C'est bonne ça. piste au bout du compte. Ouais, on pourrait. Mais on prend un risque de parasiter et que ce soit pas réellement ça. Mm. Ça va? Ok. Je relance, mais je n'interprète pas. C'est la même chose. Je ne vais pas interpréter l'élément et je ne vais pas essayer d'en apporter. Alors il y a une petite confusion peut-être sur la suggestion tout à l'heure. La notion de suggestion, ça veut dire qu'on ne va pas apporter... vous pensez voir de la tristesse chez la personne dans son comportement, dans sa communication, de manière allongée dans le temps, sans que ce soit une réactionnelle. Peut-être que vous ne savez pas lire une réactionnelle. Et vous allez lui dire derrière, vous êtes triste par rapport à ça, n'est-ce pas? Voilà. Là, vous suggérez la tristesse derrière. Peut-être que lui n'en avait pas forcément conscience, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça n'est pas vrai. Mais ça va derrière générer tout un positionnement, toute une influence sur le reste de la discussion qu'il apportera. L'interprétation, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de relancer sur la discussion, sur la reformulation, cette fois-ci, je vais interpréter. Et vous n'avez pas encore fait le deuil d'eux. C'est l'étape d'après. Ça va? Et puis Ouais, après, il y a je remarque, mais je ne définis pas. Par exemple, vous voyez la personne qui réagit avec une certaine peur ou une certaine colère sur le stimulus que vous lui avez apporté, et dessus vous dites ça vous rend triste, n'est-ce pas? Ça, c'est une remarque. C'est une définition, c'est-à-dire que vous définissez réellement l'émotion qu'il a vécue sans que lui-même puisse poser les mots. Alors que si vous lui dites c'est quoi là que tu as ressenti, vous faites remarquer qu'il s'est passé quelque chose, mais vous lui laissez le pouvoir de le définir. Tout à fait. Donc il n'y a pas de leading en fait.
Vous êtes complètement dans un pacing dans le sens où vous portez une attention maximale à votre sujet sans vous-même vous y positionner ou y interférer. Pacing ici, du coup, tu le comprends comme le contraire de leading. Quoi. C'est ça. Mm. C'est ce que en danse, quand j'enseignais la danse, j'appelais le following. Ouais, On parle de leading and following. En thérapie, on va parler de pacing and leading. Ça va ? Chouette. Les outils du praticien, pour ça, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être l'observation. L'objectif, c'est d'observer tout ce que l'on va pouvoir trouver chez notre sujet. Les émotions réactionnelles, le comportement, les émotions communicationnelles, le discours qui est tenu. Si, par exemple, Nelly. Il y a Nelly qui est là pour gérer le multicam au fur et à mesure quand on voit que ça change de diapo et tout. C'est Nelly qui gère tout. C'est une championne pour ça. Juste pour te prévenir, on va rentrer dans un dialogue soit avec Guilain, soit avec Fanny, où il va y avoir pas mal de questions-réponses. Juste si tu arrives à super gérer, c'est cool. Guilain, tu fais du sport ? Ouais, je fais de la course à pied. Tu fais la course à pied ? Enfin, je fais 2-3 autres trucs, quoi, du ski, de la rando. Ouais, mais la course à pied, c'est ton truc. Au quotidien, je fais de la course à pied. Quoi. Ouais, depuis longtemps ? Depuis longtemps en dilettante et depuis peu longtemps Voilà, j'ai intégré un club là, au sortir du deuxième confinement. Là. T'as intégré un club un club. Un club. Juste Un club. T'as intégré. Sacré lapsus. Allez, c'est parti. T'as intégré. Ouais, un club de course. T'as intégré un club, donc à la sortie du confinement. Voilà. Un club. Club sandwich. Ouais, c'est un club amateur, hein, c'est pas un club pro, mais voilà, Ok, mais t'as intégré un club. c'est ça. Ok. Tu cours depuis combien de temps ? Au total, plusieurs années voilà, par-ci par-là, quoi. Je pense, Ça te fait quoi quand tu cours ? quand je cours, ça me fait. Ça vide la tête, quoi. Je pense qu'à mes sensations corporelles, voilà, j'ai pas d'autres pensées qui vont venir. Ça va te vider la tête. Voilà, ça me vide la tête. Ouais. Et des trucs dont t'as besoin de te vider la tête ? Non, ça peut aller du n'importe quoi, de quotidien, des soucis, voilà, tel rendez-vous, tel patient, T'as pensé à quoi là ? Alors là, juste à l'instant, là, j'ai pensé au virage dans le stade où j'ai trouvé la dernière fois le déclic d'une info que je cherchais pour. C'était quoi cette info ? Alors cette info, c'était justement avant de venir ici. Je voulais vérifier un truc de neurophysiologie et je savais que je l'avais quelque part et je ne trouvais pas où. Ouais. Pourquoi t'avais besoin de vérifier cette info ? Parce que j'étais plus sûr du résultat, que ça m'embêtait de ne pas être sûr de ce truc-là, donc ça me mettait mal à l'aise. Ça t'embêtait, hein ? Ça te mettait mal à l'aise. Ouais, de pouvoir me dire, si Jérémy me demande, tiens, est-ce que c'est plutôt le thalamus ou plutôt la substance grise, je vais dire, je sais plus. Et Ouais. je voulais retrouver cette info. Pourquoi ? Parce que ça m'aurait questionné dans mon identité médicale de me dire, non, moi je sais pas ça, alors que je devrais savoir. Ok. T'as senti ? Ouais. Ouais, hein ? Ça t'a fait quelque chose là ? Ouais. Ouais, ça t'a fait quoi ? C'est voilà. À la fois ça me fait marrer parce que je m'auto-analyse. Mais c'est ouais, mais non, ouais, effectivement, à la fois tu te sens un peu con de défendre un truc, mais en même temps, ouais, c'est une entité quand t'as passé des années de reconnaissance, trucs comme ça. Ouais. Mais clairement, t'as l'émotion qui vient, quoi. C'est-à-dire, Ouais. Putain, fais chier quoi. ça marche. Acheter des formations hypnotiques. Je me suis retenu Alors, tout à l'heure déjà. Et il faut savoir quand même que Guilain, c'est un tout jeune arrivé dans les membres de l'asso. Ah, attendez, il y a les pompiers qui passent. Les pompiers peuvent aussi suivre les formations hypnotiques. Donc Guilain, c'est un jeune arrivant au sein de l'association. Donc on l'a absolument pas encore drogué, il a pas pris de GHB encore, il a rien pris. Donc il est vraiment purement neutre dans ses avis. Si vous dites d'acheter les formations hypnotiques, c'est que ça doit être bien. C'est ça, j'apprends en même temps. Donc rien, ce que je voulais vous dire. D'où la tub. Ouais, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que vous le savez, même si on enregistre
même si c'est facile pour vous de les revoir en ligne. Ces formations, il n'y a pas de montage. On fait en sorte que ce soit enregistré comme en direct. C'est pour ça que des fois vous voyez quelques petits couacs. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on ne prépare rien. Là, l'exercice que je viens de faire avec Guilain, je l'ai fait exactement de la même manière que ce que je le ferais avec un patient. Et du coup, vous pouvez voir exactement ses réactions. C'est pour ça que j'ai demandé aussi à Nelly de changer les caméras assez rapidement, de façon à ce que vous puissiez voir aussi les réactions émotionnelles sur le visage de Guilain et son positionnement, et que vous puissiez vous-même définir les éléments d'observation qui ont été importants dans mes relances. Et en plus, vous pourrez repasser cet exemple qui a été assez parlant dans votre apprentissage pour voir chacune des phases dont on va parler maintenant. Ça va ? Chouette. Fanny, qu'est-ce que tu as pu remarquer dans l'exercice que je viens de faire avec Guilain ? Moi, ça m'a donné l'association d'un étau qui se resserre et qui va au but. Ouais, c'est pas. Alors, on l'a fait comme ça. C'est pas forcément extrêmement confortable. Parce qu'on a l'impression de se. Comme tu dis, hein, alors... On sent la pression qui monte. Ouais, c'est ça, c'est. Attends. Ouais. Alors, qu'on soit bien d'accord, là, c'était grossier. D'accord ? C'était le truc, passez même pas la porte, quoi. C'est ça. D'accord ? Je fais exprès de façon à ce que vous puissiez voir chacune des étapes. Là, on a bien vu la croyance impersonnelle ou l'information impersonnelle. Ouais, je vais courir, quoi, c'est mon sport, au milieu d'autres sports. Et derrière, on a vu toute la construction émotionnelle qu'il y a eu sur la course à pied et sur l'intérêt d'aller courir, ce que ça t'a apporté et les éléments qui m'ont permis de remarquer qu'il y avait quelque chose à un moment donné sur une course et sur un instant précis qui nous a emmené à ça. D'accord ? Mais c'était vraiment pour noter les trucs. Vous allez voir qu'avec l'expérience, au fur et à mesure, toutes ces choses-là elles vont devenir subtiles. Mais vous allez les utiliser en permanence. Ce n'est pas des choses qu'on utilise forcément en séance. Moi, je l'utilise quasiment en permanence dès que je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un de mon entourage ou quoi que ce soit et que j'ai envie de l'aider à creuser cette chose pour lui-même. Plutôt que d'aller dire ton mec c'était un enculé, à une copine qui vient de se faire larguer, je vais peut-être essayer de lancer une argumentation ou de lancer une réflexion, une introspection sur la tristesse qu'elle est en train de vivre pour qu'elle puisse trouver elle-même ces éléments dans le jugement de son ex-copain ou dans le jugement de sa situation. Ça va ? Mais donc ce sont des éléments qui sont beaucoup plus subtils normalement et que vous pouvez emmener de manière beaucoup plus délicate. Là, l'objectif c'était d'aller vite et de vous montrer chacune des étapes de manière claire. Oui, du coup on voit bien, vous avez bien démontré l'efficience de la chose. Voilà, clairement ça peut aller très très vite, ça peut taper très très fort au bon endroit à condition de trouver les bons éléments. Et vous voyez, à aucun moment j'ai interprété. Tu fonces dans le mur, tu sais que tu fonces dans le mur, mais tu réponds quand même. Voilà, c'est ça. Par contre, est-ce qu'on peut pas orienter quand même Alors attention, c'est pas une phase de psychologie. Ouais. On n'est pas en psychothérapie. Vous n'êtes pas là pour remplacer le psy avec son questionnement cognitif. On ne cherche pas la cognition, on ne cherche pas la réponse, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Quand à un moment donné l'émotion commençait à monter chez Guilain, la première chose que j'ai dit c'est tu sens là. C'est-à-dire que je ratifie la charge émotionnelle qui est présente, ce qui fait que ça l'a encore accentué puissance 10. Mais par contre, à aucun moment j'ai demandé qu'est-ce qui est derrière à cela, sur ça. C'est quoi cette émotion ? C'est quoi qui te remonte maintenant à la conscience ? Parce que j'en ai pas besoin. Moi, mon travail en tant qu'hypno, c'est pas de travailler la cognition ou l'intégration à la conscience. Mon travail, c'est de travailler l'émotion et comment cette émotion s'est imprimée dans sa mémoire. Et c'est ça qui va être intéressant. Je suis pas pour, en tout cas, c'est pas ma manière de travailler en hypnose, que d'aller remplacer le travail d'un psychologue qui est d'intégrer à la conscience, à la cognition, des éléments que vous n'avez pas complètement intégrés. C'est ça le rôle d'un psychologue au bout du compte. Nous, notre rôle, c'est pas ça et on n'est pas là pour les remplacer. On a un travail qui est complémentaire à eux et notre rôle, c'est justement de jouer sur les émotions pour que ça facilite derrière le travail de prise de conscience. En tout cas, c'est mon positionnement en tant que praticien. Si c'est pas le vôtre, je comprends tout à fait. Mais moi, c'est comme ça que je me positionne et c'est ça qui m'a emmené à faire ces travaux-là et à travailler sur ces inductions. Donc, voilà, tu n'as pas spécialement besoin de faire spécifier ou tu n'as pas besoin de diriger à partir du moment où tu as compris que tu n'as pas besoin de savoir le point clé de la chose, tu as juste besoin de créer l'émotion. Le reste, il le travaillera lui-même en transe derrière si tu as besoin d'emmener une transe ou en conversationnel au fur et à mesure de le relancer. Ça va ? Après, j'imagine, je me permets, j'imagine, et c'est une question en même temps. On te permet, on te permet. Merci Nicolas. Que tu peux le faire de façon arborescente. Là, on a suivi un chemin, parce qu'il y a un truc qui m'est venu, c'est avec le point du stade. Dans un entretien, je pense qu'on aurait pu rebifurquer, reprendre un autre moment. Exactement. Des fois, vous tombez dans des impasses. Vous avez lancé sur un sujet qui va vous apporter aucun élément émotionnel et sur lequel vous allez faire chou blanc. C'est possible. Donc, vous allez relancer sur un autre sujet.
mais aussi banal et aussi basique que le sport. J'ai eu une séance, c'était Claire Armand qui était présente hier, qui avait été présente aussi sur la formation sur les traumas et le stress post-traumatique. On avait un petit peu abordé le Y7 sur cette formation dans le module de la stratégie, et elle était intervenue en tant que sujet. Et elle avait vécu exactement ça, c'est-à-dire qu'on était à un moment donné tombé dans une impasse où elle a été dans le contrôle émotionnel et où elle avait réussi à rester dans la phase projective, donc en contrôle parfait de ses émotions, et où ça n'a rien donné, j'ai fait chou blanc. Et en redirigeant et en retapant sur un autre sujet, là j'ai trouvé des phases d'ouverture qui ont emmené une émotion. On a travaillé notamment sur une émotion positive qui lui a permis de vivre une induction émotionnelle et une transe derrière qui lui a été bénéfique. Enfin, je pense. D'ailleurs, elle est là, clairement, elle est juste en backstage, mais elle nous entend, elle entend tout ce qu'on dit. Tiens, Claire, d'ailleurs, si tu veux te rapprocher d'un micro rapidement, qu'est-ce que tu avais pensé, toi, de cette expérience qu'on avait vécue en juin 2020 ? Le temps de faire changer les sièges. Hop là, salut Claire. Coucou. Cette expérience, c'est là où j'ai découvert, vraiment l'induction par la charge émotionnelle. Et effectivement, c'était pas du tout ma pratique, c'était pas du tout ma façon de travailler habituellement. Et là, on arrive tout de suite dans le cœur du sujet. Et on passe pas 3 heures à aller. On va directement dedans et ça active plein de choses. Donc, toi, en tant que sujet, quand on avait travaillé tous les deux sur cet exemple, tu t'en souviens ? Ouais. Ouais, qu'est-ce que ça t'avait provoqué ? On y était allé un petit peu à la rude aussi, je me souviens. Mais qu'est-ce qui t'avait surprise sur cet exemple, sur cet exercice ? C'était le dernier, c'est ça ? Que je me trompe pas. Ouais, le dernier. On avait parlé du tir, on avait parlé des marches en forêt avec tes chiens. C'est ça. C'était de la joie, de l'énergie en fait que j'ai ressentie à ce moment-là. L'émotion qui était montée. L'émotion qui était montée. Ouais. Et de la stratégie, de l'analyse que tu avais eue, de cette stratégie que j'avais utilisée pour t'emmener à ça. Parce que derrière, tu avais vécu une belle transe. Disons que je ne l'ai pas vu venir. C'est surtout ça. C'est que je ne l'ai pas vu venir. Autant avant, j'étais dans le contrôle parce qu'effectivement, je savais que derrière, t'allais toucher un truc. Mais sinon, là, étant donné que c'était que du bonheur, finalement, j'y suis allée et la stratégie était bonne parce que je ne l'ai pas vue. Ouais, c'est ça, on ne le voit pas en fait. Ça devient tellement une discussion presque banale, presque habituelle, presque complice, que vous êtes juste dans la discussion et vous ne la voyez pas venir cette émotion. Et une fois que cette charge elle est là, elle est là. Il suffit de continuer à appuyer sur le bouton et d'envoyer la suggestion qui va et pour bim. emmener l'induction. Et bim, c'est ça, exactement. Merci Claire pour ce témoignage. Merci Jeanne. Donc voilà, c'est exactement ça. La phase d'observation déjà, puis il y a la phase de questionnement derrière. La phase de questionnement, on va relancer en fait la discussion. On appelle ça le Y7 parce qu'on va tendance à aller chercher le détail. C'est un peu comme un gamin qui, avec une intention complètement candide, va relancer ses parents pour avoir des réponses qui pour lui à des questions qui pour lui sont complètement existentielles. Genre papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Enfin, cette fameuse pub, tout le monde la connaît. Mais au bout du compte, c'est exactement cette logique-là. C'est le gamin qui va répéter des questions pour avoir des réponses spécifiques à un événement et le parent de l'autre côté qui va complètement s'énerver, sortir de ses gonds sans forcément avoir de raison pour ça, mais parce que ça va toucher à des choses qu'il n'a pas besoin de livrer à son enfant. Pourquoi ? Voilà, le fameux pourquoi papa et pourquoi ci et pourquoi ça. Comment on fait les bébés ? Ce pourquoi en fait il est extrêmement fort, mais c'est pas juste le mot. Un Y7 c'est pas juste utiliser pourquoi, ça serait presque burlesque. C'est utiliser la totalité des relances et des éléments qui vont vous permettre au fur et à mesure d'arriver à des éléments de plus en plus subjectifs et de plus en plus importants. C'est la pyramide de Diels, je crois, qui définit les éléments d'importance, de plus en plus élevés dans la pyramide de Diels pour cette personne, dans ce qui construit son identité, sa personnalité et son analyse du coup de l'environnement qui l'entoure. Ensuite, on a la reformulation. La reformulation, c'est je reprends l'élément marquant pour mon sujet dans son discours. C'est pas l'élément marquant pour moi. La plupart des prises en charge en France, elles sont globalement
assez basiques. On retrouve à peu près toujours les mêmes profils. Des problèmes de prise de confiance, des problèmes de manque d'attention durant le jeune âge, des besoins d'identité, des recherches identitaires. On retrouve pas mal ces profils-là dans les gens qu'on voit en cabinet d'hypno. Nous, à l'armée, c'est complètement différent. Vous voyez aussi des traumas qui peuvent être lourds, etc., avec des notions d'inceste, des notions de traumatisme de l'enfance ou des traumas suite à des accidents. Vous en voyez aussi. Mais moi, je sais que c'est la majorité de mon travail et je ressens bien que beaucoup de gens dans le milieu du travail sur la psyché et sur la conscience ont tendance à prendre l'histoire de la personne comme un élément qui va nourrir à eux leurs émotions, qui va nourrir les émotions du thérapeute. Je ne sais pas si je suis très clair. En gros, vous avez tous peut-être déjà vécu ça, le moment où vous avez un sujet qui rentre et vous ne vous attendez pas du tout à entendre une histoire aussi triste ou aussi trash, et qui vous raconte qu'il a été violé par son père et son oncle pendant 10 ans dans une cave, qu'il est resté enfermé 3 semaines dans cette cave sans avoir le droit de se laver parce qu'il a été puni derrière, qu'il n'avait pas le droit de sortir de la cave parce qu'il n'avait pas été d'accord avec certaines choses. Enfin, des histoires complètement rocambolesques qui vous font penser que ce sont des films, alors qu'au bout du compte, c'est la véritable histoire de ce sujet-là. Et on a tendance à se laisser dépasser émotionnellement par ça. C'est-à-dire qu'on va aller chercher après le jeu pervers du détail ou l'interprétation. Dire, ah oui, mais c'est sûr que si vous avez vécu ça, ça explique pourquoi vous vous positionnez comme ça. Ça, c'est une interprétation que je fais par rapport à moi, par rapport à mon vécu et à comment je positionne mon vécu dans l'histoire de mon sujet. Donc, ça s'appelle un transfert. On veut à tout prix éviter ça. Par contre, pour l'éviter, ça demande d'avoir un côté hyper clean et une connaissance approfondie de ce que l'on est nous-mêmes. Plus que ça demande aussi d'avoir conscience du positionnement que je prends à cet instant précis, c'est-à-dire un positionnement de professionnel et de praticien, et non plus de personne en soi. Moi, quand je prends quelqu'un en séance, plus rien de ma personnalité va compter à cet instant précis. Du coup, rien ne va me choquer. C'est comme quand je suis secouriste et que j'arrive sur le terrain en myotactique sur 3 blessés, dont un qui est complètement mutilé avec une jambe, un bras en moins, la moitié du visage en moins. Je vais avoir des facilités à travailler sur lui parce que la totalité de mes protocoles m'emmène une capacité de résilience et d'adaptation à cet instant et que le seul objectif que j'ai, c'est de positionner mes gestes professionnels. Mon contexte est un contexte professionnel. J'insiste là-dessus, pour moi c'est l'essentiel chez un praticien. C'est cet élément-là qui est le plus important. Je dois être capable de me mettre de côté dans mon interprétation des choses et de trouver les éléments qui permettent à mon sujet de pouvoir réfléchir et avoir une introspection sur ce qui l'a affecté lui. Donc la seule chose que je peux aller remarquer, ce sont ces fameuses émotions et les fameux éléments qui me montrent qu'il y a quelque chose d'illogique dans sa construction émotionnelle, entre sa réactionnelle et sa manière de les communiquer. Ça va, je suis assez clair là-dessus. La deuxième chose dans la reformulation, c'est bien l'idée de répéter pour faire ratifier ou initier la continuité du discours. Il y a 2 manières de reformuler. Quand tout à l'heure, j'ai dit il s'est passé quelque chose là, c'est une reformulation quelque part, parce que je te ramène à ce qui a été vécu juste avant. Si par contre, si par contre je te relance en mode comme j'ai fait sur la course, c'est important comment la course pour toi? J'ai réutilisé la course et j'ai rajouté important pour te relancer sur la course et qu'on reste bien sur ce thème. Parce que tu risquais soit de t'égarer sur un autre sujet, soit au bout du compte ça donnait rien et j'avais besoin de te recentrer sur un élément. Oui, ce qui te permet de choisir une des voies à travailler, enfin à explorer au début et éventuellement de revenir à la voie de base. Après, c'est ça. C'est-à-dire que jamais vous annoncez, tiens, on va aller plutôt sur cette voie parce que je pense que c'est celle-là. Non. Ou je dis jamais à quelqu'un, ah, vous êtes triste là. Je juge jamais. Je peux me faire mon avis, mon interprétation dans ma tête, mais comme une variable. C'est-à-dire que ça doit être une probabilité. J'émets une probabilité que la voie qui va pouvoir à un moment donné permettre à mon sujet de travailler correctement puisse être celle-là. Mais je ne me ferme pas la porte que dans mes probabilités, il puisse y en avoir d'autres, et notamment celle-ci et celle-ci que j'ai déjà identifiées.
Le but, c'est de travailler effectivement plus de manière linéaire, mais de travailler en arborescence. Ça va? Chouette. Le dernier point, c'est la sensorialisation. La sensorialisation, en fait, c'est comment la personne se sent, qu'est-ce qu'elle ressent de ce qu'elle vient de dire, ou qu'est-ce qu'elle pose comme mot, comme communication, comme verbalisation, que ce soit verbal ou non verbal, mais comme communication de ce que vous avez remarqué de sa réaction émotionnelle au moment où vous avez commencé à faire monter les choses. Quand tu as commencé à parler de ce fameux virage dans lequel tu avais réalisé quelque chose, j'ai continué à appuyer et j'ai commencé à te demander ce que tu ressentais. Et c'est ça qui t'a fait réellement prendre conscience de ton émotion et qui l'a encore fait grandir. Oui, c'est ça. Et autant je voyais ce virage en termes visuels, voilà, il est comme ça. Autant effectivement, quand tu as appuyé à ce moment-là, ça m'a ramené l'émotion, l'émotion d'avoir vraiment fait ah cool, je sais que je trouvais la solution, quoi. Et que j'avais pas forcément associé à ce virage-là en particulier, quoi. Ah, c'est exactement ça. Si on a bien suivi le module 1 et si on a bien compris la notion du module 1, on a bien compris que notre mémoire est construite en fonction de nos émotions. Donc à partir du moment où vous ramenez un souvenir rattaché à une émotion spécifique, vous allez pouvoir ramener la totalité des éléments subjectifs à ce souvenir et pouvoir retravailler sur un nouveau point de vue. Ce qui va vous permettre de remarquer des choses que vous n'aviez pas remarquées jusqu'alors, parce que dans la schématique cognitive que vous avez choisie vous par rapport à cet événement, dans ce contexte, vous vous êtes fermé vous-même des voies, alors qu'elles existent ces voies, quelque part dans votre psyché. Ce qui compte, c'est juste de les ouvrir. Et là, vous allez dire, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et des fois, juste ça, le travail est fait. Pas besoin d'induction derrière, pas besoin de pousser plus loin. Vous avez juste appuyé sur ce qu'il fallait. Le type va faire, oh, il va fondre en larmes, ou il va exploser de rire. Il fait, mais putain, mais j'ai jamais vu ça comme ça, mais ça me simplifie tellement la vie. Et ça y est, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à ratifier un petit peu, discuter avec lui pour vérifier qu'au niveau cognitif, c'est en train de s'imprégner. Et puis c'est parti. 5 minutes de séance, merci, au revoir, 80 €. Hop. Le jour où vous payez une Lamborghini, vous pensez à moi, je récupère 10%. 10% de la Lamborghini, ça va être compliqué. Bon, ça va, Tu je vas vais avoir avoir une jante. Tu vas avoir une jante et un phare. Donc, Je pense qu'il y aura un OQRS. peu plus que ça quand même. Déjà, une OQRS, observation, questionnement, reformulation, sensorialisation. Manière de retenir, hein, OQRS, c'est facile, il manque que le P au milieu. Mais sinon, c'est dans l'ordre alphabétique. Ça va vous permettre à chaque fois de vous repositionner concrètement dans un processus, dans une stratégie, et de vous rappeler les erreurs à ne pas faire. Vous pouvez retenir un OQRS dans la démarche du Y7 pour pouvoir aller creuser davantage encore dans la recherche subjective et émotionnelle de la personne. Ça va? Ça vous aide là, tout ce qu'on dit actuellement ensemble? Ça vous parle? Ouais. Ouais. Fanny, tu utilisais déjà ça comme ça? Oui, assez probablement, mais du coup de manière un peu inconsciente. Donc du coup, ça vient poser un petit peu de clarté sur ce que je fais. Exactement. En fait, tous les gens qui ont suivi ce cours, ils se sont dit à un moment donné, mais merde, en fait, c'est exactement ce que je fais. C'est mon feeling, en fait. Mais j'avais jamais réussi à poser les mots. Et là, le fait de réussir à poser cette structure, on se dit, putain, mais en fait, ça peut être vachement plus clair encore. C'est le sentiment que vous avez? Oui, ça donne la sensation qu'on va pouvoir aller un peu plus loin en fait. Et plus dans quelque chose de maîtrisé entre guillemets. Même si j'aime pas trop le terme, mais voilà. Oui, tant qu'on travaille au feeling, Ouais, c'est toujours on peut avoir le doute de se dire que ouais, mais si demain j'ai mal dormi et que mon feeling, il n'y en a pas, comment je fais? Enfin, comment est-ce que je vais être capable de maintenir la qualité de mon travail, quoi. Le feeling, c'est génial. Oui. Le feeling, c'est la créativité. C'est une manière d'être connecté à soi et d'avoir notre propre manière de vivre sa profession, de vivre sa passion. Mais tout professionnel, notamment du milieu des arts, vous le dira, ça n'exclut pas le travail. Ça n'exclut pas la structure. Un musicien, il peut être aussi bon qu'il veut, même talentueux de manière innée, en prenant sa guitare et en étant capable de jouer de la guitare sur scène sans aucun souci et sans avoir besoin de travailler avant avec un feeling de ouf. Il sera jamais aussi bon et aussi talentueux qu'un type qui aura peut-être un peu moins de feeling mais qui aura bossé des heures sa structure. Il aura du feeling aussi parce que le feeling, c'est quelque part le talent, c'est ce qui apporte la créativité, la nouveauté et la manière d'aborder les choses et la manière d'y mettre du soi. Mais derrière, ce qui va vraiment permettre de laisser ce talent se sublimer et de pouvoir le travailler à long terme, c'est-à-dire en pouvant en vivre, c'est de vraiment pouvoir positionner la structure.
Je vois mon oncle qui est musicien professionnel. S'il n'avait pas passé les centaines de milliers d'heures qu'il a passé depuis ses 15 ans à jouer de la gratte tous les jours, à s'en faire saigner les doigts depuis, et maintenant il a 42 ans, au bout du compte, il n'en serait pas là où il en est aujourd'hui à être l'un des meilleurs guitaristes au monde. Et c'est pareil pour tout le monde en fait. Ce qu'il y a derrière le talent, et ce qu'on voit souvent du talent, et ce qu'on ne voit pas surtout de ce talent-là, c'est la charge de travail, d'investissement, de remise en question qui a réussi à faire en sorte qu'il émerge justement. Mhm. Ça va? Donc j'espère vous apporter un peu ça, grâce à cette structure, que vous puissiez réellement plus exploiter votre feeling, le rendre plus fluide, plus sûr, parce que le feeling n'empêche pas les erreurs, et prendre conscience des erreurs que l'on peut faire, ça peut aussi aider derrière à sublimer le travail, le simplifier, le clarifier et gagner du temps. Et plus vous gagnerez du temps, plus vous l'aurez pour autre chose derrière, et ce sera génial pour votre sujet. Ça va? Nickel. Toi, je suis parti loin. Je suis parti loin. On continue. Bah non, on continue pas en fait, on a fini cette partie. Voilà, c'était le Y7. Vous avez eu un bel exemple du Y7 avec notre ami Guilain. J'espère que ça va vous aider sur cette initiation. Je vous rappelle que c'est une initiation, c'est pas une formation. Hein. Donc c'est normal que vous puissiez vous sentir un peu lésé dans le manque de détails. Je pense qu'on est quand même déjà pas mal assez riche. T'en penses quoi, Nico? Ouais, je pense qu'on est pas mal. Le Y7, c'est un vrai cadeau qu'on vous fait. Vous allez voir que sur la formation, si vous vous intéressez réellement à cette petite stratégie-là, ça va vous simplifier la vie, un truc de ouf, mais pas simplement dans vos prises en charge, ça va vous les simplifier aussi dans votre vie de tous les jours, parce que vous aurez une autre manière d'aborder la communication, une autre manière de parler aux gens, et de vous intéresser à eux, et c'est hyper enrichissant. Voilà, et quelqu'un veut rajouter quelque chose? Voilà, personne ne veut parler, bravo. Non, merci. C'est un blanc. Je vous souhaite du coup une excellente journée si vous ne suivez pas le module 3 juste après, que vous le gardez pour plus tard. Sinon, on se retrouve tout de suite sur le module 3. La bise et à plus tard. Salut!